Changwon furent la Première Guerre mondiale est resté dans les mémoires pour ses tranchées, sa boue et son nombre effarant de morts. Mais, caché sous les récits familiers des mitrailleuses, de l'artillerie et des barbelés, se trouve une autre histoire, que beaucoup refusent de croire, mais qu'ils ne peuvent pas entièrement rejeter. Ce n'est pas un récit de stratégie ou de politique. C'est le récit glaçant de l'innommable, des soldats britanniques qui ont été massacrés en 1914 par une bête mystérieuse dans le No Man's Land pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire si bouleversante qu'elle a laissé des cicatrices à la fois de chair et de légende. Alors, revenons à l'événement qui a mis le monde sur le chemin de la guerre. Ombre sur l'Europe. L'Europe était au bord de l'effondrement. Un seul coup de feu à Sievo avait déclenché le plus grand conflit que le monde ait jamais connu, celui qui allait redessiner les frontières, renverser les empires et engloutir des générations entières de jeunes hommes. La Première Guerre mondiale a éclaté avec une férocité inimaginable, se propageant à travers les nations comme un brasier que personne ne pouvait éteindre. Ce qui avait commencé comme un différend politique est devenu une machine de mort dévorante, broyant des millions de personnes sous ses roues. Pour les soldats britanniques envoyés sur le front occidental, la guerre n'était ni glorieuse ni romantique. C'était un véritable cauchemar. Beaucoup d'entre eux sortaient à peine de l'école, des garçons à peine assez âgés pour se raser, et pourtant forcés de porter l'uniforme du roi et de partir au combat. Ils portaient des fusils trop lourds pour leurs épaules et supportaient le poids écrasant du devoir national. Ces jeunes hommes, remplis d'un mélange de patriotisme et de peur, se sont vite retrouvés loin de chez eux, plongés dans la brutalité implacable de la guerre moderne. Le front occidental était une vaste ligne stagnante s'étendant à travers la France et la Belgique, fortifiée par des barbelés, des sacs de sable et des tranchées gorgées de boue. Ici, les soldats auraient enduré des bombardements incessants, la menace omniprésente des tirs de tireurs d'élite et les attaques de gaz étouffantes qui roulaient à travers les champs comme un brouillard suffocant. La maladie prospérait dans la saleté. Les rats se gorgeaient de cadavres. La puanteur de la décomposition ne quittait jamais l'air. Le pied des tranchées pourrissait les hommes vivants. Le choc des obus brisait leur esprit. C'était la réalité quotidienne d'une génération envoyée se battre pour des causes qu'elle comprenait à peine. Une bande de terre différente de toutes les autres séparait les armées opposées. Le No Man's Land. Il n'était ni britannique ni allemand, mais une étendue désolée qui n'appartenait qu'à la mort. C'était un terrain vague, sculpté par des obus d'artillerie. Sa terre était transformée en fosse d'eau stagnante et de cadavres déchiquetés. Les restes squelettiques des arbres se dressaient comme des lances brisées. Chaque deux, pour les barbelés s'enroulaient dans la boue comme les intestins d'une vaste créature morte. Le silence y était lourd, interrompu seulement par le sifflement des obus au-dessus de leur tête, le claquement des fusils et les gémissements des blessés qui gisaient bloqués entre les lignes. Traverser le No Man's Land était presque une mort certaine. Les patrouilles se déplaçaient à la faveur de la nuit, rampant dans la boue, écoutant le moindre bruit d'un fusil ennemi. Mais dans ce lieu sombre et désespéré, des rumeurs ont commencé à se répandre sur quelque chose d'encore plus sinistre que le feu ennemi. Des hommes chuchotaient la présence d'une chose qui traquait le champ de bataille, une terreur dépassant la compréhension humaine. Au début, il ne s'agissait que de conversations étouffées dans les abris. Des fragments d'histoire passaient d'une tranchée à l'autre. Pourtant, au fil des mois, les chuchotements devinrent plus sombres, plus insistants. Certains juraient avoir vu des yeux briller dans la nuit, observant depuis les restes brisés des cratères. D'autres parlaient de sons étranges, des obus qui perçaient le silence, profonds et résonnants, différents de tout animal connu en Europe. Ces rapports ont été rejetés comme des illusions alimentées par la peur, le produit de l'épuisement et des nerfs. Mais les hommes connaissaient bien les horreurs de la guerre.
Il pouvait faire la distinction entre la folie de la bataille et la présence de quelque chose de surnaturel. Les soldats ne pouvaient pas encore imaginer que la mort allait bientôt les traquer sous une forme qui défiait toute explication. C'est terrifiant. Quelque chose se déplaçait à travers les terres désolées du No Man's Land. Quelque chose qui ne portait pas d'uniforme et ne se battait pas sous un drapeau. Légende dans les tranchées. La guerre a toujours engendré la superstition, et dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la peur a donné naissance à des légendes, et les légendes ont donné aux hommes un fragile sentiment de sens au milieu du massacre. Les soldats étaient désespérés de trouver des signes que leur souffrance n'était pas vaine, que des forces au-delà de la cruauté humaine étaient à l'œuvre dans le chaos. Des histoires circulaient sur des anges apparaissant à Mons, de grandes figures brillantes descendant des cieux pour guider les soldats britanniques et les protéger des forces allemandes écrasantes. Des hommes affirmaient avoir vu des archers spectraux décocher des flèches dans les rangs ennemis, ou des formes rayonnantes qui brillaient dans l'obscurité au-dessus du champ de bataille. Les journaux de retour au pays se sont emparés de ces histoires, les amplifiant en symboles d'intervention divine. Qu'il s'agisse de faits ou d'inventions, elles donnaient de l'espoir aux familles et aux soldats. Mais toutes les légendes n'étaient pas réconfortantes. Aux côtés des histoires d'anges, il y avait des récits bien plus troublants qui remplissaient les hommes non pas d'espoir, mais d'effroi. Les soldats parlaient de présages sous la forme d'étranges hurlements qui résonnaient sur le champ de bataille. Certains prétendaient voir des ombres qui se déplaçaient là où aucun homme n'aurait dû être, des formes rôdant dans le paysage dévasté du No Man's Land avec une intention délibérée. Chunk 3, pour la nuit, les hommes juraient qu'ils pouvaient sentir des yeux sur eux, les observant depuis les cratères et les trous d'obus. Pour la plupart, ces visions étaient considérées comme des hallucinations nées de la fatigue, de la peur et de la faim. La guerre des tranchées tordait l'esprit autant qu'elle malmenait le corps, et il n'était pas rare que des hommes épuisés voient des silhouettes là où il n'y en avait pas. Les hommes avaient peut-être été endurcis par la guerre, mais ils connaissaient la différence entre le cri d'un loup et quelque chose de surnaturel. Ils connaissaient le bruit des obus, l'écho des pas, le bruissement des barbelés dans le vent. Ce qu'ils décrivaient était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui semblait les traquer avec intelligence, attendant le bon moment pour frapper. À l'époque, de telles histoires étaient faciles à ignorer, éclipsées par l'ampleur du massacre infligé par les mitrailleuses et l'artillerie. Pourtant, même à ce moment-là, certains estimaient qu'il ne s'agissait pas simplement d'histoires pour passer les longues nuits. C'étaient des avertissements. Et bientôt, ces avertissements se réaliseraient de la manière la plus brutale, la patrouille qui n'est jamais revenue. C'était en novembre 1914, lorsque les fusiliers londoniens auraient reçu l'ordre qui scellerait leur sort. 5 hommes ont été choisis pour patrouiller dans le No Man's Land sous le couvert de l'obscurité. Leur tâche était simple: repérer les positions ennemies, rendre compte de l'activité et éviter d'être détectés. De telles patrouilles étaient courantes, bien que peu enviaient les hommes qui les effectuaient. Cette nuit-là, l'air était glacial. Le sol était glissant à cause de la boue. La lune était cachée derrière des nuages à la dérive. Les 5 soldats ont rampé hors de la sécurité de leurs tranchées et ont disparu dans le No Man's Land, les fusils serrés dans leurs mains. Ils se sont déplacés prudemment à travers l'enchevêtrement de barbelés et de cratères. Leurs camarades ont regardé jusqu'à ce que la nuit les engloutisse complètement, mais les fusiliers ne sont jamais revenus. Au début, leur absence a été expliquée. Peut-être avaient-ils été capturés. Peut-être avaient-ils été abattus par des tirs allemands et leurs corps gisaient-ils introuvables dans l'obscurité. Les patrouilles échouaient parfois à revenir. C'était une sombre réalité de la guerre des tranchées. Pourtant, au fil des heures et des jours, le malaise s'est accru au sein du régiment.
Puis, leurs corps ont été retrouvés. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les soldats avaient vu auparavant. Les 5 hommes étaient étendus dans la boue, leurs uniformes en lambeaux, leurs visages tordus par une terreur figée. Chunk 4 firent leurs coups portés en des blessures sauvages, déchirés comme par d'énormes mâchoires. La chair aurait été déchirée avec précision, pas déchiquetée comme par des éclats d'obus ou des baïonnettes, mais transpercée par des dents, des marques de dents indéniablement animales. Quel animal aurait pu faire ça? Les loups n'étaient pas originaires des champs de bataille de Belgique. Des chiens errants erraient parfois à la périphérie des villages, mais aucun chien ne laissait des blessures comme celle-ci. La force nécessaire pour déchirer la chair et les os de cette manière était stupéfiante. Ce n'était pas un prédateur ordinaire. La nouvelle de la découverte s'est répandue rapidement dans les rangs. Les soldats qui s'étaient autrefois moqués des étranges hurlements se sont maintenant tus. Les hommes murmuraient l'existence d'une bête mystérieuse qui rôdait sur le champ de bataille, un prédateur chassant les hommes dans la nuit. Les chuchotements se sont transformés en crainte. Et dans l'ombre du No Man's Land, les soldats ont commencé à se demander ce qui les attendait la prochaine fois qu'ils entreraient dans le No Man's Land. Ce qui avait été autrefois rejeté comme une rumeur était maintenant indéniable. Quelque chose était là. Une bête mystérieuse les décimait. Hurlements dans l'obscurité. Les nuits du front sont devenues de plus en plus effrayantes chaque jour qui passait, comme si l'air même du No Man's Land s'épaississait avec un poison invisible. Les sentinelles de garde ont rapporté avoir entendu de longs hurlements qui déferlaient sur les champs criblés de cratères. Ce n'étaient pas des cris de loups. Aucune meute ne rôdait dans ces terres désolées criblées d'obus. Ce n'étaient pas non plus les cris d'un animal familier à l'Europe. Le son portait une résonance profondément surnaturelle, un écho qui semblait vibrer à l'intérieur de la poitrine de tous ceux qui l'entendaient. C'était comme si le hurlement n'atteignait pas simplement l'oreille, mais envahissait la moelle des os et glaçait le sang des vétérans endurcis qui avaient déjà subi le tonnerre de l'artillerie et les cris des mourants. Des hommes qui avaient affronté le feu des mitrailleuses sans broncher ont vu leur courage faiblir devant ce son sans nom. Certains ont carrément refusé de patrouiller dans les terres désolées après le crépuscule, feignant la maladie ou inventant des excuses plutôt que de risquer de franchir les barbelés dans l'obscurité. D'autres sont revenus des lignes pâles et tremblants, affirmant avoir vu quelque chose dans la nuit. Des paires d'yeux brillent faiblement dans l'obscurité, rouges et brûlants comme des braises, impassibles, regardant. Lorsqu'on les interrogeait, ils ne pouvaient jamais s'entendre sur la forme de la chose à laquelle appartenaient ces yeux. Chunk 5, Fromet tous juraient que le regard s'attardait sur eux, avec une faim qu'aucun regard humain ne pouvait imiter. Ce qui les troublait le plus, c'était le silence qui suivait le hurlement. Pendant un certain temps après, tout le champ de bataille semblait retenir son souffle. Même les canons se sont tus, comme si la terre elle-même s'arrêtait pour écouter. Pour les soldats déjà forcés d'endurer la boue, le gaz et le massacre incessant, l'idée qu'un prédateur surnaturel les traquait était une terreur au-delà de l'endurance. Les tranchées sont devenues non seulement des prisons de chair et de sang, mais des cages hantées par des murmures de choses qu'aucune balle ne pouvait tuer. Le massacre s'étend. Les tueries ne se sont pas arrêtées au massacre des fusiliers londoniens. Les commandants, ne voulant pas admettre la peur dans leurs rapports, ont ordonné de nouvelles patrouilles dans les zones de la mort. Une fois de plus, des hommes ont disparu. Les patrouilles envoyées dans le brouillard sont revenues avec moins de membres qu'au départ, leurs survivants secoués, leurs yeux vides. Et comme auparavant, les disparus auraient été retrouvés parfois par leurs propres camarades, gisant dans la boue, avec la gorge déchiquetée. Les rumeurs se sont répandues le long du front comme un feu de forêt. Au début, les soldats britanniques se croyaient uniquement maudits, désignés pour être punis. Mais bientôt,
des rumeurs ont circulé selon lesquelles les patrouilles allemandes avaient également été malmenées de la même manière. Les prisonniers de guerre parlaient avec une pâle conviction de camarades déchirés dans la nuit. Leurs cris s'élevant soudainement de l'obscurité, avant de s'interrompre dans un silence plus effroyable que les cris eux-mêmes. Les hommes des deux camps, ennemis quelques heures auparavant, chuchotaient avec la même peur dans les yeux. Ceux qui traquaient la nuit ne faisaient pas de distinction entre amis ou ennemis. Ils tuaient impartialement, comme si tous les hommes en uniforme étaient des proies empiétant sur son territoire de chasse. Le schéma des tueries a révélé une vérité glaçante. La bête, ou quoi que ce soit, avait revendiqué le No Man's Land comme son territoire, le sol criblé d'obus, sillonné de barbelés, et sentant la mort, avait donné naissance à quelque chose de nouveau. C'est terrifiant. La peur a fait ce qu'aucun ordre n'aurait pu accomplir. Elle a uni les lignes ennemies. Les soldats, britanniques et allemands, ont compris que les fusils, les baïonnettes et les obus d'artillerie n'offraient aucun moyen de dissuasion à cette terreur invisible. Chaque nuit est devenue une épreuve d'endurance, non pas contre l'autre camp, mais contre la perspective d'entendre ce cri inhumain et de savoir qu'il était déjà trop tard. Les corps, une fois examinés, racontaient leur propre histoire macabre. Chunk Six, pour les médecins militaires, endurcis par des années passées à soigner des membres brisés et de la chair mutilée, ont eu du mal à expliquer ce qu'ils voyaient. Les blessures ne portaient aucune des marques familières, des éclats d'obus ou des baïonnettes. Au lieu de cela, la gorge des victimes avait soi-disant été déchiquetée avec une force effroyable, la chair arrachée en profondes entailles déchiquetées. La brutalité des blessures suggérait un prédateur qui tuait non pas par nécessité, mais par soif de sang instinctive. Les marques de dents ont déconcerté les chirurgiens. Elles étaient beaucoup plus grandes que celles d'un loup, mais plus précises que la morsure déchiquetante d'un chien. Chaque blessure suggérait une mâchoire conçue dans un seul but, tuer rapidement et efficacement. Les victimes ne semblaient pas s'être débattues longtemps. Ce qui les a frappées l'a fait avec une force écrasante et une précision sauvage. L'explication officielle était prévisible. Les rapports ont rejeté les affirmations comme une confusion sur le champ de bataille ou des groupes de pillards ennemis utilisant des lames et des baïonnettes pour instiller la terreur. Les médecins ont reçu l'ordre d'écrire ce qui convenait au commandement, pas ce que leurs yeux voyaient. Pourtant, en privé, ils ont admis la vérité. Ce n'étaient pas des blessures infligées par des mains humaines. Les soldats eux-mêmes n'avaient pas besoin d'être convaincus. Autour des feux de camp et dans des chuchotements étouffés et des abris, ils ont répété ce que chaque homme croyait déjà. Chuchotement d'un prédateur surnaturel. Au fur et à mesure que le nombre de morts augmentait, les hommes ont commencé à chercher des explications au-delà de la justification. Incapables de réconcilier ce qu'ils avaient vu avec le monde naturel, ils ont cherché les histoires chuchotées dans l'enfance, les contes enfouis au plus profond de la mémoire folklorique de l'Europe. Et toujours le même nom a fait surface. Ils ont chuchoté le nom du chien de l'enfer, une bête spectrale qui rôderait dans les cimetières et sur les champs de bataille. Son énorme forme noire ombragée à l'exception des yeux qui brûlaient comme des tisons dans l'obscurité. Pour certains, le chien de l'enfer était un présage de mort, apparaissant avant ceux qui étaient condamnés à mourir. Pour d'autres, c'était le chasseur d'âmes damnées, lâché des fosses pour entraîner les condamnés dans l'au-delà. Maintenant, dans l'étendue désolée du No Man's Land, le mythe semblait réel, trop parfaitement aligné sur les preuves pour être une coïncidence. Les mutilations correspondaient au savoir. Les yeux brillants, la férocité inhumaine, la façon dont il frappait sans avertissement et disparaissait à nouveau dans la fumée et le brouillard.
Tout était conforme aux histoires transmises depuis des générations. Les hommes affirmaient qu'ils se déplaçaient sans bruit, à l'exception de cet horrible hurlement qui brisait la nuit avant le début du meurtre. Les soldats, qui s'étaient autrefois moqués de la superstition, se signaient maintenant ou chuchotaient des prières avant de monter sur le pas de tir. Chunk 7, pour d'autres portaient des amulettes ou murmuraient de vieux mots censés éloigner le mal. La discipline s'est effondrée sous la peur de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, combattre ou tuer. La pensée la plus terrifiante était aussi la plus simple. Si les chuchotements étaient vrais, alors la mort elle-même avait pris une forme physique. Il ne suffisait plus de craindre la balle, l'obus ou le gaz. Un ancien prédateur s'était levé du sol imbibé de sang du front, et il revendiquait les hommes non pas comme des soldats, mais comme des proies. Le récit de l'ancien combattant canadien. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que l'Europe était encore sous le choc de la dévastation de la guerre des tranchées, des histoires ont émergé qui brouillaient la frontière entre la légende et l'expérience vécue. Parmi celles-ci, il y avait le récit terrifiant du chien de Mont, une histoire qui persistait dans les chuchotements entre les soldats et dans des articles spéculatifs imprimés dans les journaux. Pour la plupart, c'était un mythe, un conte sombrement imaginatif, né de la peur et de l'épuisement. Mais en 1919, l'ancien combattant canadien F.J. Newhouse aurait fourni un récit qui a donné à la légende une profondeur sinistre, presque crédible. Le témoignage de Newhouse ne traitait pas l'histoire comme un simple folklore. Selon lui, ce qui traquait les soldats britanniques à Mons n'était pas une apparition fantomatique ou une bête fantôme conjurée par la peur collective. Au lieu de cela, c'était quelque chose d'encore plus troublant. C'était la création d'un scientifique allemand. Il affirmait que le chien de Mons était le résultat d'une expérience grotesque conçue pour transformer la vie elle-même en arme. Au cœur de cette histoire se trouvait le docteur Gotthautle Hochmüller, un homme que Newhouse a décrit comme brillant mais corrompu par l'ambition et la cruauté. Hochmüller, selon l'histoire, cherchait à développer une nouvelle forme de terreur, une arme qui ne pouvait pas être contrée par des armes ou une stratégie conventionnelle. Sa vision n'était pas la puissance mécanique des chars, ni les nuages de gaz étouffants qui avaient déjà marqué la guerre, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui pouvait être entraîné à chasser et à tuer avec précision. La méthode qu'il aurait employée était tout simplement macabre. Newhouse a expliqué que Hochmüller avait pris le cerveau d'un homme devenu irrémédiablement fou, un homme dont la haine pour l'Angleterre l'avait complètement consumé et l'avait transplanté dans le corps d'un énorme chien-loup. Le concept même frôlait l'impossible. Pourtant, il parlait des angoisses de l'époque où la science et la cruauté semblaient capables de dépasser la moralité. Selon Newhouse, la créature a été élevée dans des conditions brutales, ses instincts aiguisés et sa rage exploitée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un animal, mais un hybride monstrueux de malice humaine et de férocité animale. La pensée qu'une bête d'une origine aussi contre nature traquait les champs en ruine de Belgique a horrifié ceux qui ont entendu les paroles de Newhouse. Si c'était vrai, le chien de Mons n'était pas une histoire de fantôme née du délire, mais un rappel grotesque jusqu'où les hommes pouvaient aller dans la poursuite de la victoire. Complot ou dissimulation. Si le témoignage de Newhouse a du poids, alors le chien de Mons n'était pas la terreur spectrale du folklore, mais la conséquence vivante d'une science rendue folle par la guerre. C'est une possibilité qui éclaire l'histoire d'une manière différente, non pas comme le produit d'une hystérie collective, mais comme la preuve d'une expérience trop monstrueuse pour être admise dans l'histoire officielle. Chunk 8 offre aucune archive militaire n'a conservé l'expérience. Aucun journaliste n'a jamais reproduit son contenu, et aucun tribunal n'a cité les décès comme preuve de crimes de guerre. Toute preuve présumée a disparu, comme si elle avait été délibérément effacée. S'agissait-il d'un acte de suppression calculé,
d'une décision des autorités qui craignaient que la révélation de telles expériences ne ternisse trop de réputation? Ou s'agissait-il, comme l'ont insisté les sceptiques, d'une invention conçue pour dissimuler une rumeur effrayante sous les atours de la crédibilité? Les voix sceptiques n'ont pas tardé à offrir leurs explications. Certains ont fait valoir que les mutilations imputées aux chiens étaient le résultat de meutes de chiens sauvages errant dans la campagne en ruine, attirés sur les champs de bataille par l'odeur de la mort. D'autres ont suggéré que des loups, déplacés de leur forêt, étaient descendus dans le carnage du conflit humain. D'autres encore ont rejeté l'histoire comme le sous-produit de la peur et de la fatigue. Des hommes brisés par la tension implacable de la vie des tranchées, interprétant des sons ordinaires de manière extraordinaire. Il y avait des récits de corps retrouvés mutilés d'une manière qui semblait délibérée, comme si les victimes avaient été déchirées par quelque chose d'intelligent autant que de sauvage. Ce qui a déconcerté les historiens, c'est la cohérence de ces rapports. Des soldats de différents régiments, d'origines différentes, voire de nations différentes, ont répété les mêmes détails troublants. Le mystère s'épaissit lorsqu'on le considère à la lumière du silence des archives officielles. Si de tels rapports étaient totalement infondés, pourquoi ont-ils persisté avec autant d'obstination? S'ils étaient réels, pourquoi n'ont-ils jamais fait l'objet d'une enquête appropriée? La possibilité d'une dissimulation persiste, projetant une longue ombre sur l'histoire, qu'elle soit supprimée intentionnellement ou oubliée par négligence. Quelque chose n'a pas été dit. Une vérité, cependant, restait indéniable. Des hommes ont été tués d'une manière qui défie toute explication ordinaire. Ce seul fait a garanti que le chien de Mont ne s'effacerait pas facilement dans l'obscurité. Le chien de Mont, mythe ou réalité? Plus d'un siècle s'est écoulé depuis la guerre. Pourtant, le conte du chien de Mont n'a pas disparu. Il persiste dans le folklore militaire, dans les écrits des folkloristes et dans les chuchotements de ceux qui croient que le monde cache encore des créatures nées de nos impulsions les plus sombres. Connu sous le nom de chien de Mont, il demeure un symbole de l'inconnu, une histoire qui résiste au rejet. Pour certains, il s'agit simplement d'un autre mythe de guerre, de nature non différente des soi-disant anges que les soldats ont juré avoir vus au-dessus des champs de bataille, ou des figures spectrales qui auraient conduit les hommes en sécurité dans les moments de désespoir. La guerre a toujours été un terrain fertile pour de telles histoires, l'imagination magnifiant la peur et lui donnant une forme. Pourtant, pour d'autres, le conte du chien est la preuve de quelque chose de beaucoup plus sombre. La possibilité que la science, libérée de toute moralité, ait pu produire des horreurs que l'histoire n'a pas osé préserver. Chunk 9, for les cryptozoologues, toujours attirés par les histoires de bêtes étranges, souligne que le chien est un cas qui ne rentre dans aucune catégorie facile. Il n'a pas été décrit comme un simple chien surdimensionné, ni comme un loup, ni comme une hallucination. On disait qu'il était intelligent, calculateur et implacable, des qualités qui le placent en dehors du domaine des prédateurs naturels. Si l'on accepte ne serait-ce qu'une fraction du témoignage de Newhouse, alors la créature était un cryptide différent de tous les autres, non pas né de l'évolution, mais de l'altération humaine. La guerre a finalement englouti la présence de la bête. Après près de 2 ans de terreur signalée, les hurlements se sont tus, les tueries ont cessé. Tout aussi soudainement qu'il était apparu, le chien de Mons a disparu. Qu'il ait été tué, recapturé ou laissé errer dans l'obscurité, personne ne pouvait le dire. Sa disparition était aussi énigmatique que son arrivée, garantissant que l'histoire ne pourrait jamais être résolue de manière ordonnée. Les anciens combattants l'ont juré, et bien que les sceptiques se soient moqués, le souvenir a persisté. Même maintenant, certains disent que par les nuits calmes, on peut encore imaginer le faible écho d'un hurlement dérivant sur les champs désolés, autrefois connus sous le nom de No Man's Land.
Qu'est-ce donc que le chien de Mons? Est-ce une fable de la peur? Une créature née uniquement dans l'esprit collectif d'hommes trop longtemps exposés à la mort et à la terreur? Ou est-ce la vérité non enregistrée d'une guerre qui a produit des horreurs au-delà de l'imagination humaine? La réponse ne sera peut-être jamais connue, mais la persistance de la légende témoigne de quelque chose de plus profond. La reconnaissance qu'en temps de guerre, la ligne entre le mythe et la réalité est dangereusement mince, et que parfois les histoires les plus sombres perdurent parce qu'elles contiennent un fragment de vérité. La Grande Guerre a laissé d'innombrables mystères enfouis sous sa boue et son sang, mais peu sont aussi obsédants que celui-ci. Les soldats britanniques qui ont été massacrés par une bête mystérieuse dans le No Man's Land en 1914. La terreur qui a frappé les soldats britanniques était-elle le produit de la superstition, une expérience grotesque ou quelque chose de beaucoup plus ancien et inexplicable? Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.